Plus autour de la table, nos invités consultants habituels, Dr Amadou Hassan Bouakar, constitutionnaliste, enseignant chercheur à l'Université de Niamey. Docteur, bonjour. Merci d'être là. À côté, il y a Ousseini Issa, journaliste professionnel. Ousseini, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et en face, il y a Dr Soleaji, sociopolitologue, enseignant chercheur à l'Université de Niamey. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Tout le monde est en place, même si nous avons pris 10 minutes environ de retard pour le démarrage de cette émission. Presse Plus. Nous allons rapidement dans le menu de Presse Plus. Aujourd'hui, un seul titre, vous vous en doutez bien. Nous sommes jour de vote aujourd'hui et ce titre est intitulé Présidentiel deuxième tour, les derniers assauts. Présidentiel deuxième tour, les derniers assauts. Et pour parler sous l'égide de ce sous-titre, nous avons la une des journaux parus cette semaine. Nous commençons avec la une de l'Enquêteur, le quotidien du 17 février, qui titre « Second tour de la présidentielle, une élection sous haute tension ». Second tour de la présidentielle, une élection sous haute tension. Et puis, le journal Écho du Monde, titre « Élection deuxième tour, menace, chantage et manipulation ». Élection présidentielle deuxième tour, menace, chantage et manipulation. Alors, Ousenissa, très rapidement, les derniers assauts en ce qui concerne cette élection présidentielle deuxième tour, aujourd'hui même, 21 février, sur l'ensemble du territoire national, les électeurs se déplacent à l'heure même où nous parlons, certainement, dans les bureaux de vote. Une élection sous haute tension, nous dit l'Enquêteur. Les Échos du Monde parlent de menaces, de chantage et de manipulation, certainement en faisant allusion à certains petits événements qui ont eu lieu dans les derniers jours, dans les dernières heures de la campagne électorale pour ce second tour qui a opposé le candidat Bazoum Mohamed au candidat Maman Ousmane. Bon, mais autrement, moi, je ne parlerai pas d'assaut. Assaut suppose quoi? Je vais prendre une citadelle et que les jeux sont déjà faits. Maintenant, je parlerai de l'heure de vérité. L'heure de vérité, parce que vous venez de le dire, les gens vont aux urnes pour départager les deux candidats. N'est-ce pas? Maintenant, concernant le second aspect, à savoir un peu les intimidations et autres, moi, je considère que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a de tout temps, pratiquement, depuis qu'on a commencé ce processus électoral-là, on vit ça au quotidien. On vit un peu les histoires de chantage et autres, que certains s'adonnent, comment dire, le chantage auquel certains s'adonnent. On a vu ça. Et je me dis, bon, bien évidemment, ça va dépendre. Parce qu'il y a deux camps aujourd'hui, ce n'est pas une trentaine de candidats, il y a deux candidats. Il y a deux candidats qui sont en liste, notamment le candidat du pouvoir, Bazoum Mohamed, et le candidat de l'opposition, Maman Ousmane. Chacun a dû faire son travail comme il se doit pour mobiliser le maximum de militants. Absolument. Maintenant, si les gens se laissent prendre, parce que tout simplement, on sait bien qu'évidemment, dans nos pays, de manière générale, en Afrique, il n'y a pas véritablement d'élection. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'élection transparente. Il y a des élections, des simulacres d'élections, mais pas des élections transparentes. On va voir ce que ça va donner, parce que cette fois-ci, l'enjeu, c'est que l'opposition a décidé d'intégrer, comment dire, la CENI, n'est-ce pas? Absolument. Durant les deux scrutins précédents, notamment les élections locales et les élections présidentielles premier tour couplées aux législatives, il n'y avait pas la représentation de l'opposition. Aujourd'hui, ils sont dedans. Et on a suivi un peu, on sent un peu une certaine
crainte de l'autre côté, avec la présence de l'opposition, parce que ce qui a pu se dérouler peut-être au moment où l'opposition n'était pas dans tout le circuit jusqu'au niveau communal, des choses ont dû se passer. Mais cette fois-ci, comme ils ont décidé, et ils se sont battus plein dans la campagne, tel que moi j'ai constaté, ils se sont donnés à fond dans le cadre de la campagne là. Je me dis que bon, bien évidemment, rien n'est gagné d'avance. Voilà un peu ce que je pense pour une première intervention. Oui, docteur Amadou Hassan Boubacar. Vous avez dit qu'il ne faut pas dire les derniers assauts à la fin de la campagne, au début des opérations de vote, mais plutôt l'heure de vérité. Bon, certainement, parce que c'est vrai, on a assisté à une campagne vers la fin, effectivement, qui est un peu tourmentée, il faut le dire, c'est quand même indéniable. Je pense que moi, ce mon vœu, c'est que ces élections-là se passent dans la sérénité et que l'ensemble des citoyens, qu'on constate que peut-être je risque d'avoir un taux de participation record qui risque de dépasser celui du premier tour au regard des enjeux justement du moment. Je pense que chacun celui du premier tour était déjà à 70%. Voilà, donc je pense que j'ai l'impression que ça risque d'aller au-delà de 70% quand on voit un peu l'affluence en tout cas des électeurs au niveau des bureaux de vote. Je pense que ça laisse croire que les gens sont décidés, en tout cas les deux camps ont réussi à mobiliser leurs militants, au-delà peut-être de leurs militants, les indécis, pour que chacun puisse en tout cas s'acquitter de son devoir civique. Et puis maintenant, l'heure de la vérité, effectivement, et tout ce qui s'est dit pendant la campagne, les mobilisations, les propos, c'est en ce temps-là qu'on va voir est-ce que le message des leaders a été en tout cas accueilli favorablement par les électeurs. Et c'est en ce temps-là on verra véritablement au regard des résultats qui vont sortir des urnes, justement, en tout cas pour quel candidat la majorité des Nigériens auront voté. Est-ce que c'est pour le candidat de la continuité ou bien c'est pour le candidat du changement et de l'alternance? Alors l'enquêteur a dit une élection sous haute tension pour vous. Est-ce que ça c'est ou bien les gens l'exagèrent? Oui, donc je pense que c'est, de mon point de vue, ça colle, parce que quand on voit un peu, comme je dis, les dernières tournures de ces élections où souvent il y a eu des véhicules, il me semble, qui ont été pris à partie, donc le pare-brise cassé, un certain nombre de choses. Quand même, il y a une certaine violence qui est perceptible, que ce soit à travers les propos. Tout laisse croire que les élections, en tout cas les résultats risquent d'être contestés. Bon, je pense que les gens doivent quand même faire en sorte que, parce que déjà les dispositions sont prises pour que chacun puisse surveiller son vote, et on veille à ce qu'il y ait un dépouillement, que les bureaux de vote proclament les résultats et que chacun puisse avoir une copie qui va faire remonter au niveau de l'état-major de son parti. Et lorsque tout le monde est convaincu, c'est justement le résultat, en tout cas, qui sont sortis après le dépouillement, c'est ça qui est reporté. Je pense que les gens doivent accepter les résultats des urnes, et puis s'il y a des contestations à faire sur leur droit, que les gens le fassent de façon pacifique et par les moyens prévus, par les moyens légaux, je voulais dire. Avant de passer la parole à Dr Slaji, rapidement, je vais dire, en fait, en tout cas, moi, je n'ai pas connaissance qu'il y ait autant de messages de paix, de stabilité, on a mis à contribution pratiquement tout le monde. On a connu beaucoup d'élections dans ce pays, mais c'est à quoi moi j'ai assisté personnellement à l'occasion de ces élections. Ça veut dire qu'il y a la crainte, il y a la hantise, que ça dégénère, parce que tout simplement, la tension était tellement vive que il faut craindre, les gens craignent naturellement, évidemment, que ça ne dégénère, parce que c'est à quoi on a assisté, les leaders religieux, les associations de jeunesse, les partis politiques, les médiateurs qui tournent à l'intérieur du pays, la Commission nationale des droits humains, tout ça, ça dénote, moi, c'est la première fois depuis 1993 que j'ai assisté pour une élection deuxième tour. À un branle-bas aussi généralisé. C'est la première fois. Peut-être que c'est une bonne chose aussi. Tout le monde se sent concerné. Peut-être. Mais bien évidemment. Mais tout le monde est concerné, bien sûr. Absolument, contrairement aux fois précédentes. Alors, docteur Slaji, présidentiel deuxième tour, les derniers assauts, dit-on, l'enquêteur pense que c'est une élection sous haute tension aujourd'hui. Deuxième tour de la présidentielle,
21 février 2021. Et le journal Les Échos du Monde nous rappelle que la campagne quand même dans ces derniers instants a été mouvementée avec des menaces, des chantages et souvent des manipulations. Non, il n'y a pas senti qu'il y a eu même tension en tant que telle dans le processus électoral depuis 2-3 semaines. Je crois quand même que dans l'ensemble, en tout cas, il y a beaucoup de sérénité dans les esprits. Il y a quand même le respect de l'adversaire quelque part, parce qu'il n'y a pas de violence physique. Parce que quand on est dans d'autres pays, c'est autre chose que une période électorale de vote. C'est vraiment violent, c'est tendu. Donc là, chez nous, on a quelque part une culture de vote depuis quand même qu'on a commencé à avoir des présidents élus. Donc on est quand même plus ou moins exercé maintenant à croire que le vote est important. Parce que le vote, outre le fait qu'il permet de sélectionner et de choisir les gouvernants à tous les niveaux, surtout ici, cette fois-ci au niveau suprême. Donc c'est aussi un moyen qui va tendre à légitimer l'autorité du gouvernement, du président cette fois-ci, qui va se sentir vraiment conforté dans sa fonction en tant que tel. Et surtout, moi, à mon avis, ce qui est important, depuis ces 2 semaines, c'est le fait que le vote a permis quand même de pouvoir, on va dire, renforcer l'esprit public. Renforcer l'esprit public, c'est important. Parce qu'on a vu des citoyens de différentes régions, de différents groupes ethniques, de différents genres, de différents âges, tout ce que vous voulez, être ensemble, pouvoir aller dans un projet commun. Des gens qui sont de différentes obédiences, qui sont soit de l'Ouest ou de l'Ouest, ensemble, de l'Ouest, des chrétiens, des musulmans, tout, c'est ça, ça crée une nation qu'on a fait. Ça c'est important, c'est vraiment une unité. Le vote crée un sentiment d'unité nationale, de citoyenneté. On passe outre les clivages ethniques, régionaux, religieux, tout cela, sur les citoyens qui se trouvent ensemble pour un projet donné. Vous prenez ce moment Ousmane, il est de la région des Inter. Pourtant, vous allez voir comment cette région, lui, a des gens sont mobilisés. Voilà, c'est ça, à mon avis, la richesse que le vote donne à un peuple. Vraiment, c'est créer une unité, de créer en lui un esprit public, un esprit de partage, un esprit vraiment de solidarité quelque part. Et je pense que cette fois-ci, le président qui sera élu, en tout cas, sera vraiment empreint d'une onction nationale. Parce que c'est vraiment de toutes les régions que les gens vraiment se sont impliqués pour pouvoir choisir celui qui a leurs yeux paraît le mieux ou le mieux pour pouvoir diriger pendant 5 ans. Je pense que c'est ça aussi le gain, surtout dans un contexte, je dis bien, de sérénité, en tout cas généralisée. Et il n'y a pas vraiment de violence. Non. Bien sûr, on espère que ce sera quand même aussi un processus électoral qui va être aussi serein également. Donc pour vous, quelques envolées verbales qu'on a notées ici et là qui ont donné lieu à des polémiques, il faut le rappeler, ou des affiches déchirées à gauche à droite. Bon, c'est normal, vous avez... Ça va, des véhicules cassés aussi. Ici et là, pour vous, ça rentre dans l'ordre normal d'une campagne électorale apaisée. Vous savez, moi, quand j'ai commencé à connaître la démocratie de en France, quand j'avais 20 ans, j'étais en France, j'étais étudiant, donc j'ai vu comment les campagnes électorales sont. Mais c'est violent, c'est-à-dire que les gens arrêtent les affiches, les gens collent leurs affiches. Les mots parfois sont violents. Récemment, en France, comprenez, le parti de la gauche extrême, il parle d'insurrection. Les mots sont faux et tout. Pourtant, ça s'arrête là. Il n'y a pas de bagarre. C'est juste le verbe seulement. Donc il y a bien sûr des actes où les militants, parfois assez agressifs, arrêtent les affiches, font des actions, mais ça ne va pas au-delà de ça. C'est vraiment, c'est-à-dire que c'est une période assez limitée dans les mandats. C'est une période de quelques semaines seulement, le vote là. Donc c'est ça, c'est vraiment important. C'est ça seulement qui peut. Donc dans l'ensemble, sinon quand les gens quand même c'est s'exciter, des enjeux importants. Mais ça n'empêche que les gens restent quand même civilisés. Il y a petits sur le dérapage un peu, de suite, mais sans plus. Donc faut pas. Surtout que chez nous, ça va encore. Si vous prenez d'autres pays, ma foi, en Afrique, c'est 10, 15, 20 fois pire. Donc chez nous, vraiment, on est quand même dans un processus électoral de légitimation, vraiment, de la souveraineté, donc, n'est-ce pas, nationale. Les gens sont ensemble. Et de la souveraineté, je dis bien que les gens sont encore ensemble, c'est important. Et surtout également, du fait que nous avons aussi des institutions qui, cette fois-ci, en tout cas, j'imagine bien, sont tout à fait prenantes, en tout cas, pas prenantes, du cours électoral, pour qu'il n'y ait pas vraiment d'injustice, d'inéquité autre dans le processus électoral. Oui, docteur. Moi, je voulais dire quand même au docteur Slal, il faut quand même qu'il relativise un peu son analyse. Et c'est quand même quelque chose qu'on a vécu.
parce que, en tout cas, le Niger, dans nos mœurs politiques, au Niger, on ne connaît pas un peu certaines violences, même si c'est mineur, qu'on a vu où on s'est pris à des véhicules des gens, il y a eu des violences verbales. Donc, en tout cas, pendant la campagne électorale de 2011-2016, on n'a pas connu autant quand même de violence, parce que j'ai vu les images des véhicules dont les pare-brises sont cassés, on a vu des cortèges des candidats qui ont été attaqués, il y a eu des trucs de violence verbale. Peut-être, bon, c'est peut-être des cas isolés, mais je pense que quand même, il faut relever qu'il y a eu... Et tout ça, c'est justement, ça dénote justement du contexte général du pays, du contexte préélectoral, où le climat est très tendu entre l'opposition et la majorité. On ne peut pas quand même occulter cet aspect-là, vraiment, tel que le journal, c'est lequel le journal l'a relevé, c'est quand même... L'enquêteur qui dit que c'est une élection sous tension. Voilà. Ou même les Échos du Monde qui parlent de menaces, de chantage et de manipulation. Parce que quand même, il y a des propos, on n'a pas assisté à des terreurs. On sent que c'est ça qui fait que dans les deux camps, on sent que les gens sont en ordre de bataille véritablement. Donc je pense que, et l'autre chose, c'est la relever. Le fait que certaines notabilités, certaines institutions ont entrepris en tout cas de tourner à l'intérieur du pays pour prêcher justement la paix, pour attirer l'attention de la Commission nationale des droits humains, les jeunes, en tout cas les gens qui appellent à des élections apaisées, les médiateurs, les associations, je crois, tout ça, c'est parce que justement on a les gens en tout cas, voilà, tout ça là, c'est les échos justement de cette violence verbale, un certain nombre de actes par-ci par-là. Mais je suis d'accord avec vous, fondamentalement, c'est des choses mineures où ailleurs ça se passe, le fait d'arracher des affiches. Donc à Zender, on a suivi, où il y a eu des militants qui ont tagué, de mettre de l'encre. Voilà, donc ça, là, c'est des choses effectivement qui émaillent n'importe quelle campagne électorale. Et également aussi, chez nous aussi également, c'est une culture, dans cette région, on a vu des gens... font de votre armée, on a vu récemment, il y a eu des armes. Bon, ouais, tout ça, bon, ce sont des choses qu'on connaît. Il faut faire avec quoi. C'est ce que je veux dire. Oui, mais ce qui se passe, moi, c'est ça qui m'inquiète. Ce qui se passe, il ne faut pas oublier ça. C'est qu'on a assisté à l'occasion de ce deuxième tour-là, en tout cas, la campagne de ce deuxième tour, c'est à quoi on a assisté. Qu'on casse des véhicules. Parce que moi, j'ai assisté, on a concassé un véhicule où le véhicule là n'est plus. Peut-être c'est juste le moteur, il peut prendre pour aller. On n'a jamais connu des choses comme ça dans le cadre des élections ici au Niger. On a connu une époque, c'était sous le règne Barry, où les élections locales, où des hangars ont été brûlés, mais s'en prendre à des biens d'autrui, de privés. Ça, on n'en a pas. Moi, personnellement, je n'ai pas. C'est ça, j'ai dit. C'est ça qui est inquiétant. Et c'est ça qui fait que toutes les institutions qui peuvent aller sur le terrain, y compris les leaders religieux, les leaders d'opinion, ils sont allés sur le terrain pour sensibiliser les citoyens afin que ce soit des élections apaisées. Ça, c'est quand même important de les relever. C'est la première fois qu'on assiste à ça depuis 2013 à aujourd'hui. Absolument. Et alors, je vous informe que ça, les téléspectateurs le savent, les auteurs le savent déjà, qu'ils peuvent nous envoyer des messages et leurs commentaires sur le numéro qui est affiché à l'écran, à SMS, en WhatsApp, de façon exceptionnelle aujourd'hui. Permettons aux auditeurs et téléspectateurs qui constatent des anomalies sur le terrain d'appeler directement ce numéro. Ces interventions sont prises en appel, donc contrairement aux commentaires et aux questions qui eux sont prises en messagerie, SMS et WhatsApp. J'espère que les gens ne vont pas trop en abuser et qu'on va rester le plus civilisé possible dans les interventions. On ne prend que les appels qui signalent les anomalies ici et là, dans l'espoir qu'elles seront prises en compte et corrigées. Et nous avons, Bonferré Télévision a des envoyés spéciaux dans 4 régions en dehors de Niamey, notamment Zender, Maradi, Tawa et Tillabéri. Nous essayons de rentrer en contact avec ces envoyés spéciaux dans le cadre de cette émission. Nous avons déjà Abdelaziz Mamadou depuis Maradi. Abdelaziz Mamadou, bonjour. Bonjour Abdelaziz. Je ne sais pas si l'on vous entend bien, si la régie vous entend bien. Vous êtes à Maradi depuis la veille donc, de ce scrutin. Qu'est-ce qui se passe à Maradi? Oui, effectivement, nous sommes à Maradi. Ici, dans la ville de Maradi, en tout cas, les bureaux de vote, dans les bureaux de vote où
les bureaux de vote ont ouvert pratiquement dans l'intervalle de 8h à 8h20, précisément au niveau du bureau de vote numéro 30, situé dans l'enceinte de l'école d'Angoudi, où les autorités... Ablaziz, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, je disais qu'au niveau de Maradi, dans la ville en tout cas, pratiquement les bureaux de vote ont ouvert dans l'intervalle de 8h, 8h15, 8h20 comme ça. Et précisément au niveau du bureau de vote numéro 30, où le lancement officiel a été donné, le bureau de vote a ouvert à 8h05. Le gouverneur a donné le top départ et il a invité la population à voter dans le calme, la sérénité, mais aussi la transparence. Tous les dispositifs étaient sur place concernant le matériel à déployer pour permettre aux électeurs de voter, en tout cas dans les différents bureaux de vote. Les électeurs sont en train de venir. Certes, c'est le tout début de la matinée, il n'y a pas trop d'engouement, mais les électeurs sont en train de venir pour accomplir leur devoir civique. Est-ce que vous avez observé ou remarqué quelques anomalies ici et là ou des insuffisances dans le démarrage de ce scrutin? Pour l'instant, il n'y a aucun problème, aucune irrégularité constatée. Il y a sur place des observateurs. Il y a surtout la présence des forces de défense et de sécurité qui essaient en tout cas de mettre de l'ordre. Vous êtes au niveau de la ligne pour espérer passer, voter. Uniquement vous accédez à la ligne si vous avez la carte d'électeur. Si vous n'avez pas la carte d'électeur, il va falloir aller la chercher là où on a mis des personnes uniquement pour distribuer les cartes d'électeurs restantes. Au cas contraire, c'est uniquement les électeurs qui doivent rester dans la ville pour procéder au vote, qui, je le disais très bien, les forces de défense et de sécurité, et pour que ça se passe dans la transparence et le calme. Merci Ablaziz Mamadou. Merci aussi à toi. Alors là, c'était à Maradi Ousenissa. Notre correspondant, notre envoyé spécial nous disait à l'instant que, bon, du point de vue de la sécurité, le dispositif sécuritaire est en place et les gens votent dans le calme et la transparence. Est-ce que Maradi, c'est Maradi-Ville, hein? On ne sait pas ce qui se passe dans les campagnes. Est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être parce que c'est dans les grandes villes et dans les campagnes, c'est pas tout à fait évident que tout se passe comme ça? Bon, mais vous savez, autrement en matière d'élection, il faut se le dire, c'est que la sécurisation c'est beaucoup plus concentrée au niveau des centres urbains. Les zones reculées là, souvent, il y a juste peut-être un petit dispositif qui ne peut pas contenir ce qui peut se passer dans la région ou dans les localités concernées. Et c'est là qu'il faut craindre. C'est là, parce que souvent, le plus souvent, malgré les campagnes de sensibilisation et tout, les gens sont là, le militant ou ton leader est venu te dire voilà ce qu'il faut faire si quelqu'un tente de te voler. Les gens, c'est le débordement. En ville, c'est que tu te dis, il y a déjà la présence massive des forces, de la force publique, tu es obligé de te retenir. Parce que tu sais que si tu ne le fais pas, on va te prendre, on va te mettre au neuf, on va t'envoyer au neuf. Mais à l'intérieur, dans les campagnes et autres, c'est pas du tout évident qu'on puisse prévenir, assurer la quiétude, la sécurité. Et il faut aussi dire une chose, c'est que, le matin, le plus souvent, les gens vont, ils votent, ils s'en vont. C'est-à-dire les gens qui sont un peu, ceux qui sont matinales, ils vont, ils finissent, ils rentrent chez eux. Mais souvent, c'est en début d'après-midi que les problèmes, parce qu'il y a une affluence, il y a une pression qui est là, où c'est à ce moment précis que les choses sont susceptibles de dégénérer à partir de 14h, 15h, 16h, 17h, parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est à ces heures-là qui vont au bureau de vote, pendant que le matin, ils considèrent qu'ils peuvent vaquer à d'autres occupations. Voilà. Le quotidien L'Enquêteur du 16 février a titré « Présidentielle du 21 février, des fraudes électorales en perspective ». Présidentielle du 21 février 2021, des fraudes électorales en perspective. Quant à l'hebdomadaire Le Canard Fury, titre « Vigilance, sacrifice d'une journée pour sauver le pays et sa démocratie ». Ces élections, il faut être vigilant, mais il s'agit plutôt d'un sacrifice d'une journée pour sauver le pays et sa démocratie, selon Le Canard Fury. Le docteur Amanda Samboka. Merci Abdraman. Donc je pense qu'en cas de mon point de vue avec
peut-être les leçons tirées du premier tour des élections présidentielles ou législatives, on a l'impression que la CENI a amélioré un peu, en tout cas, les conditions, quand les dispositions sont prises un peu partout. Je crois que les bureaux de vote ont ouvert à temps tel que le ressort un peu de maladie. Et même en année, donc on a l'impression que franchement, il n'y a pas assez de retard et c'est ça l'idéal qu'on considère que sur l'ensemble du territoire, les bureaux de vote ont ouvert à temps et le même donc ça veut dire qu'on pourrait respecter les 11 heures. Voilà, les 11 heures de vol et puis au-delà, comme on a constaté, vous vous rappelez, au premier tour des élections présidentielles, il y avait des bureaux de vote qui n'avaient pas voté le 27 décembre. Il a fallu le faire sur le lendemain. Compte tenu du contexte suspicieux dans lequel l'idéal serait que tous nos compatriotes, à quelque niveau qu'ils se trouvent, qu'ils puissent voter vraiment dans la journée d'aujourd'hui. Je pense que ce serait l'idéal. Maintenant, l'autre chose, et pour ce qui concerne les fraudes électorales, moi je ne pense pas, c'est vrai, peut-être il n'y a pas des élections qui sont exemptes de fraude, c'est un peu partout, on le voit, y compris aux États-Unis, on a vu le spectacle que Trump nous a offert. Donc je pense que c'est clair, peut-être, mais je pense que la proportion de fraude va diminuer pour peut-être deux raisons de mon point de vue. D'abord, le fait que, comme vous l'a rappelé au début de cette émission, que l'opposition a rejoint justement, en tout cas, elle a retrouvé sa place au niveau de la CENI, c'est-à-dire qu'ils sont impliqués dans l'organisation matérielle de ce scrutin. Et l'autre chose, les dispositions qui sont prises justement partout, par les deux camps, pour que les gens puissent justement faire en sorte qu'ils prennent leurs dispositions pour surveiller le vote. Et on sent qu'il y a cette volonté, justement, de la part des délégués des partis politiques qui doivent être présents au niveau des bureaux de vote, des gens qui sont un peu aguerris, qui comprennent un peu les enjeux, qui seront présents au niveau du bureau de vote. Et je vois partout sur les réseaux sociaux que les gens doivent surveiller leur vote. Il faut qu'ils restent au niveau du dépouillement, que les gens veillent à ce que les résultats, en tout cas, de sortie du dépouillement soient portés sur le procès verbal, qu'on puisse convoyer les procès verbal. Je pense que de mon point de vue, si tout ça là est respecté, je ne pense pas qu'il y ait assez de fraude, en tout cas, ou d'irrégularité qui auraient été constatées pendant le premier tour et que les uns et les autres ont décrit. Absolument. Et les fraudes ou les irrégularités, c'est vrai, souvent, quels que soient les éléments qui sont mis en œuvre, ne sont pas annihilés complètement. Et la preuve, ce communiqué donc, de la CENI, nous l'avons nommé communiqué numéro 2 de la CENI parce qu'il date de ce jour même, 21 février 2021, signé par le président, Maître Issa Kassona. Si on peut voir donc à la tête, voilà, c'est ce communiqué. Et donc, la Commission électorale nationale indépendante dit, le communiqué a été informé de la circulation de faux bulletins de vote dont un exemplaire lui est parvenu. Ce faux bulletin provient d'un lot de 1000 bulletins produits dans un pays voisin et livrés à Corémérois pour le compte d'un militant d'un parti politique en compétition dont la distribution a commencé dans plusieurs communes, notamment à Dankaseri, Dogankria, Kibiri, Soukoukoutane, dans la région de Dosso et Dabaga, dans la région d'Agadez. Ce bulletin manifestement copié n'est ni un spécimen ni un bulletin de vote unique. Il est un faux évident. La CENI s'insurge contre de telles mesures tendant à amener les citoyens à douter de la sincérité du scrutin. Et puis le reste du communiqué, la CENI met en garde les fauteurs de troubles dont l'action peut compromettre le bon déroulement des opérations électorales. Oui, docteur. Oui, moi je pense que oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, au moins ça c'est une marque de vigilance justement des électeurs et des militants, peut-être qui ont pu détecter ce que, en tout cas, l'introduction de ces bulletins frauduleux qui ont donné lieu à ce communiqué de la CENI à tous les niveaux. Je pense que les citoyens, les électeurs doivent redoubler de vigilance pour que, et quand ils constatent qu'il y a des bulletins qui ne sont pas estampillés de trucs du sceau de la CENI, qu'ils puissent le faire. Et bon, l'autre chose, en principe... Sauf que si ce bulletin a été copié, il est difficile pour les agents de terrain, souvent... oui, mais de pouvoir détecter. C'est là où je voulais dire, Abdelrahman. En réalité, puisque le colisage, j'avais dire, au niveau de, comment on appelle, le bureau de vote, c'est au niveau de la commission communale où on dit, par exemple, le bureau de vote de Kéria 2, un truc comme ça, on met, en fonction du nombre d'électeurs inscrits dans ce bureau de vote, on leur met le bulletin, puisque c'est un bulletin unique qui comporte les photos des deux candidats. Normalement, au niveau du bureau de vote, il ne doit pas accepter que quelqu'un
leur amènent un bulletin de vote où qui n'était pas contenu dans leur urne, dans le colisage. Et quand le bulletin finit, en principe, ils ont le numéro du président de la CENI pour l'appeler, pour dire qu'on est en manque de bulletins et qu'il faut qu'il y ait une personne habilitée qui parle au nom de la commission communale qui doit les ravitailler en bulletin de vote. Il ne doit pas accepter que quelqu'un le dise que non, voilà des trucs de bulletins, ou bien je ne sais pas comment les gens peuvent oser, en tout cas de mon point de vue c'est trop osé, vouloir introduire des faux bulletins là dans le processus électoral. Certainement, puisque les gens ont eu le courage de le faire, ils sauront comment faire pour justement introduire justement ce faux bulletin. Je ne sais pas à quel dessein les gens l'ont fait, mais comme je l'ai dit, l'appel que je lance, c'est de redoubler de vigilance partout quand les gens vont constater des irrégularités, de faire remonter rapidement l'information au niveau de la CENI pour qu'ils puissent justement faire ce genre de communiqué, attirer l'attention et au besoin, lorsque les auteurs de tels en tout cas manquements sont constatés conformément justement aux infractions qui sont prévues par le code électoral, qu'on puisse les arrêter et puis qu'ils répondent de leurs actes. Oui, docteur Soulage. Espérer que le président Issoufou et son dauphin ne crient pas la fraude comme les Américains, comme le président américain, n'est-ce pas? Donc, voilà. Bon, quelque part, parmi les dispositions que le docteur Amadou a citées, il a quand même oublié le Akanlaya, qui est quand même un garde-fou très important. La Sainte Région, en tout cas, ça fonctionne bien. Donc, ça limite vraiment la portée des fraudes, l'ampleur des fraudes, n'est-ce pas? Des actes délictueux, indélicats, tout ça qui sont commis. Donc, vraiment, c'est vraiment une bonne disposition. Je vois encore, hier encore, j'ai vu sur les réseaux sociaux des vidéos donc, où il y a des régions, des communes qui ont fait ça. Bon, vous voyez, donc ça continue toujours. Donc, c'est vraiment montrer cela. Deuxièmement, il y a aussi une présence plus massive des forces de l'ordre, ce qui est quand même aussi dissuasif pour beaucoup de citoyens présumés délinquants ou en tout cas disciplinés. Donc ça va pouvoir en tout cas décourager certaines tendances à la violence. Pour le moment, les témoignages qu'on a eus, notamment celui de Ablaziz Mamoun, notre correspondant à Maradi, et de bien d'autres, c'est ce déploiement de forces qui est constaté dans les villes. Dans les campagnes, on ne sait pas, on n'a pas reçu de témoignages à ce propos et nos correspondants ne sont pas rentrés pour ça que je parlais très loin en campagne. Pour ça que je parlais de Akanlaya. En campagne, c'est Akanlaya. Qui est ou pas soldat, militaire, gendarme, garde républicain, il y a Akanlaya qui est là. Donc les gens vont quand même être très prudents, très mesurés pour pouvoir engager des actes vraiment de fraude massive, de cela. Voilà, c'est ça, parce que c'est une force invisible. Voilà, c'est pas vraiment visible, mais ça peut frapper à tout moment. Donc, je crois que ça va pouvoir décourager. En cas de campagne, des fois, c'est un missile très très fort. Ouais, donc c'est ça aussi. Donc, en ville, il y a les gardes républicains, forces de l'ordre, l'FDS. Dans la campagne, il y a quelqu'un là. Donc, c'est vraiment quelque chose. Même en ville, la campagne aussi, il ne faut pas oublier. Voilà. Donc, ça sont vraiment des dispositions qui vont pouvoir limiter significativement, n'est-ce pas, l'ampleur des fraudes connues au premier tour. Troisièmement, là où je peux m'inquiéter, on peut s'inquiéter, c'est peut-être au nord, où on a une présence armée de certaines forces politiques qui obligent ou qui ne votent même pas, qui comptabilisent. Parce que là, il y a des dispositions qui ont été prises. Est-ce que la CENI a vraiment pu réguler cela, ou bien c'est toujours comme avant, il y a toujours ces milices-là qui sont là pour pouvoir remplir les urnes, si vous voulez. Et voilà, donc ça c'est une vraie inquiétude. Je n'ai pas entendu en tout cas une disposition là-dessus. Je ne sais pas si d'autres ont entendu une solution à cela, mais pour l'instant en tout cas, je crois que c'est toujours la même chose. Donc là aussi c'est un risque, parce que vraiment, le scrutin ne soit entaché vraiment de fraude massive. Alors, donc, vigilance, sacrifice d'une journée pour sauver le pays et sa démocratie, selon le canard en furie. Pour sauver la démocratie, selon notre confrère Ousseini, ça veut dire quoi selon vous? La démocratie est menacée? Moi, je sais pas. Pour moi, en fait, de manière globale, si je dois juger cette démocratie nigérienne, je dirais que c'est un cirque. N'est-ce pas? C'est un cirque. Parce que bon, c'est devenu un fonds de commerce pour beaucoup de gens. Non. Excusez-moi, oui. On a une interruption. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, je suis de Niamey, monsieur Lawali. Oui, monsieur Lawali. Un témoignage de l'intérieur. Oui.
Et conformément tout à l'heure ce que Hussein disait, Allô? Oui, je suis là. Donc, conformément tout à l'heure, M. Hussein disait que là, le témoignage au niveau de l'intérieur, Oui. par rapport au bureau de vote est seulement. Allez-y, monsieur Laoli. Oui. En fait, j'ai tout à l'heure un témoignage de l'intérieur où il y a des gens qui sont en train de faire des porte-à-porte pour distribuer de l'argent. Bon, c'est un petit frère qui me l'a rapporté. Et c'est possible qu'il vous appelle pour vous rapporter, vous donner les témoignages avec image à l'appui, ou bien qu'est-ce qu'il faut, ou bien il faut nécessairement y aller. Oui, mais cette émission n'est pas le lieu indiqué pour ce genre de... Mais si c'était vous que vous aurez pu témoigner vous-même en direct, puisque vous êtes déjà en direct, là c'est possible. Mais là, que nous attendions que vous appelez un de vos frères qui sera à l'intérieur du pays et qui appellerait pour donner un témoignage, là c'est vraiment un peu compliqué. Monsieur Laoli. Allô? Oui, je suis là. Mais merci d'avoir participé quand même. Ok, merci. Je vous en prie. Oui, Hussein. Ouais, ce que je veux dire, je veux un peu abonder dans le même sens que tout à l'heure, ce que le docteur Souley vient de dire. C'est que, bon, on a pu balancer peut-être quelques bulletins qui ont été détectés par la CENI dans des localités bien précises, mais on ne sait pas le nombre qui a été déjà injecté, qui a été le nombre... La CENI parle de 1000. Bon, ça, c'est peut-être, c'est juste machin, comment on appelle ça, spécimen. C'est juste non, c'est pas des spécimens. Quand j'ai dit, je viens de voir un commentaire donc sur Facebook, un de notre spectateur qui dit que bon, c'est un responsable de parti politique, c'est vrai, de Corée, qui aurait imprimé. En fait, c'est pas des bulletins. C'est des spécimens pour faire la démonstration, pour la démonstration aux populations de sa localité. Ça devait se faire normalement. Voilà, les spécimens, normalement, moi je pense que c'est la CENI de tout temps. C'est un bulletin avec lequel on ne peut pas voter en fait. Non, mais malheureusement, c'est un bulletin avec lequel on ne peut pas vous voter. Mais quand vous raisonnez là, allez dans les campagnes, les zones reculées où les gens, bon, ils voient simplement un bulletin, il y a Maman Soumane, il y a Bazoum. On a mis même spécimen. Ils ne lisent pas. Ils ne comprennent même pas. Ça signifie quoi? Absolument. Ils vont voter. Mais alors, ils vont voter. Il y a des gens qui vont profiter de ça. J'ai dit, avec 1 267 000 km², avec 200, bon, on parle de 266 communes où les bulletins ont été, tout a été. Non, il faut réduire. Il faut réduire. Parce que. Oui, excusez-moi, Ousseini. Ah, vous voyez, c'est les inconvénients des appels en direct aussi. Oui, monsieur, bonjour. Bonjour, c'est monsieur Sadou de Zender, j'appelle. Sadou, monsieur Sadou depuis Zender. Oui. Oui. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Vous êtes en direct dans Presse Plus, effectivement. Absolument. Ici à Zender, notamment au niveau de la commune 1, on a un sérieux problème d'autorisation pour les gens qui sont en déplacement, donc que le vote a trouvé ici à Zender. Donc on dit qu'il y a carrément une rupture du papier là qui leur permet de voter, qui leur permettra d'exercer leur droit du vote. Oui, et ça c'est les autorisations. Ça, il parle des autorisations que les présidents communaux de la CENI doivent délivrer aux personnes en déplacement. Oui, absolument. Et quel est le problème? Donc on dit qu'il n'y en a pas de formulaire. Donc les gens sont en masse en train d'attendre au niveau de la CENI et il n'y a pas de communication justement à ce sujet. Ok. Merci monsieur Sadou. Ok, merci également et bon courage à vous. Merci, je vous en prie. Donc, docteur, c'est les autorisations que les présidents communaux de CENI doivent délivrer au personnel en déplacement ou en mission pour leur permettre de voter dans les circonscriptions où ils n'ont pas été inscrits. Oui.
Si, c'est S'il détient la carte électorale. Exactement. Non, c'est et la carte d'électeur. C'est permis. Et puis j'ai vu, je crois que, je ne sais pas si c'est une décision ou un communiqué de la CENI où ils ont limité, je crois que le nombre à 22. À 22 exactement. Oui. Donc peut-être, je ne sais pas comment est-ce que l'imprimé... Y compris les membres du bureau de vote. Voilà, je ne sais pas si... Voilà, 22 exactement. Pour un peu, en tout cas, réduire le nombre de listes de votants sur la liste additive. Sauf que ça nous parle d'une insuffisance des formulaires, des autorisations là. Oui. Et donc, les gens n'ont pas... Moi, je pense qu'ils doivent saisir quand même, la commission régionale pour voir s'il y a des imprimés à leur niveau et puis faire en sorte qu'il y ait, en tout cas, peut-être qu'au niveau de chaque bureau de vote, qu'il y ait au moins les 22 formulaires ou les 22 premiers qui seront dans le bureau de vote, qu'ils puissent justement avoir l'autorisation et pouvoir exercer leur droit civique. Sinon, ça va poser énormément de problèmes. Je pense que l'important, c'est de signaler justement les commissions, qu'elles soient communales ou régionales, justement au niveau, tel qu'il vient de le dire, au niveau du premier arrondissement communal de la ville de Zender, c'est d'aller au niveau du siège justement de la commission électorale de cet arrondissement communal là pour un peu les informer comment est-ce que, ou bien ils ont déjà délivré les 22, ce qui fait qu'il y a peut-être aussi à ça, on leur a donné uniquement 22 pour chaque bureau de vote. Oui, c'est ça que j'ai dit. Peut-être on a déjà donné les 22 au niveau du bureau de vote, puisque là sa question, est-ce que c'est au niveau du bureau de vote ou bien au niveau du premier arrondissement? Au niveau du premier arrondissement, le responsable communal donc de la CENI là-bas n'a plus de formulaire à sa disposition pour pouvoir délivrer. Oui, mais là, il saisit la commission régionale, comme ça pour leur amener le nombre de qu'on appelle les autorisations, les imprimer, pour pouvoir justement mettre à la disposition de chaque bureau de vote, et pour que ceux qui viennent puissent exercer leurs droits. Avant de rentrer en studio, j'ai reçu le coup de fil de quelqu'un, d'un monsieur de Niamey, qui dit qu'il y a le même problème à la commune 5, la 5e arrondissement communal de Niamey, ici même à Niamey, où c'est une bonne dame qui est la responsable communale de la CENI là-bas, mais elle a dit que c'est son cachet qui est cassé. Et donc elle ne peut pas signer les autorisations de vote, il faut que les gens attendent. Mais comment ça? Donc, ouais, mais là, c'est un problème. Oui, absolument. Oui, mais parce que là, je ne sais pas si elle va se faire, qu'on appelle, confectionner un cachet, mais sinon, les gens risquent d'être pénalisés. Absolument. Ça pose un véritable problème à ce niveau-là. Absolument. Je dis bien, c'est avant de rentrer en studio. Je ne sais pas si le problème est réglé ou pas. En tout cas, le problème nous a été signalé, docteur Soulaji. C'est des petits détails comme ça, mais qui peuvent impacter sur le déroulement du vote, selon vous. Caché, c'est pas un caché, il doit avoir quand même un cadre au cas où, voilà, donc il y a toujours, normalement, il doit avoir un stock, n'est-ce pas, au cas où il y aura peut-être agression, ce que vous voulez, parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver, donc la CENI doit disposer, donc, mais normalement, donc, d'autres exemplaires, donc il peut utiliser cette dame-là. Mais je pense que ça c'est vraiment bénin, en tout cas par rapport à d'autres problèmes plus importants, parce que ce sont des questions peut-être un peu domestiques, mais ce qui est important pour moi, en tout cas, c'est vraiment la sécurité, c'est la sérénité, c'est d'être vraiment discipliné. Voilà. Oui, mais sauf que ces genres de détails font souvent monter la tension aussi. Quand il y a des centaines de personnes ou des milliers de gens qui pensent qu'on leur a empêché leur droit de vote, la frustration s'entassant, ça peut et donner lieu à des gestes ou des événements. Tout à fait, je dis que la CENI a seulement dû prévoir. La CENI a seulement dû prévoir, n'est-ce pas, d'autres exemplaires. Je pense que, et Assino, permettez, docteur, vous savez, souvent, certainement, elle a dû apposer avec force le truc de cacher ça. Moi, je pense que pour éviter ce qu'Abdraman dit, les frustrations, qu'il y ait des situations de trouble au niveau de tel ou tel bureau de vote, puisque face à cette situation, on ne peut pas lui confectionner un nouveau cachet. Peut-être c'est de faire en sorte qu'elle se réfère au niveau de son président régional, pour que, au nom justement de cette commune-là, qu'on puisse délivrer peut-être des autorisations en apposant le cachet du président de la commission régionale au niveau de la région de Pourquoi pas? C'est une solution. C'est ça qu'il faut faire. Dans tous les cas, il doit y avoir des solutions alternatives. Pour permettre aux gens d'exercer le droit civil, puisque à lieu et place, il peut venir, soit il se déplace ou elle part, elle prend les autorisations dans la limite justement d'un certain nombre de choses, et maintenant lui il met le cachet du président de la commission régionale de Niamey. Le problème peut être réglé. Oui, docteur Soulaji. Non, c'est juste, pour moi c'est bon, c'est une solution quoi, parmi d'autres. Sinon pour moi, c'est doit pouvoir procéder rapidement remplacement de cet outil manquant là, normalement. Bon, maintenant, à défaut de ça, maintenant il y a d'autres possibilités de pouvoir prendre d'autres cachets spéciaux, rares, voilà, pour pouvoir tamponner cela.
grandes opérations, on vote là, quand on vote, on salue, on se voit, voilà, on se voit ensemble, on va ensemble et tout. Même si on n'est pas d'un parti politique. Donc, c'est vraiment tout à fait pas la même chose. Oui, sauf que les actes ont été constatés au premier tour dans ces zones-là. Non, mais il y a des zones, je veux dire, d'insécurité, au nord, si vous voulez, un peu dans la zone de Tladévi, voilà, bien sûr, c'est des zones comme ça. Cette zone-là, il faut les renforcer, bien sûr, parce que c'est déjà des zones dangereuses. Parce que vraiment, il y a parfois des attaques, tout ce que vous voulez. Donc, mais les zones normales, en zone sédentaire, en gros, elles sont plus ou moins stables. Il n'y a pas vraiment beaucoup de problèmes là-dessus. C'est vraiment les zones, là où on a dit, l'autre jour, on a dit que des gens qui ont des armes. Vous voyez, des armes pour venir devant le bureau de vote et faire voter les gens. Et même pas voter les gens, et même pas les cahiers pour remplir. Pour remplir. Oui, bon, c'est là où le problème est là. Donc, et là, on connaît ces zones-là. Donc la CENI doit pouvoir déployer un certain nombre de forces d'ordre dans ces zones-là pour pouvoir justement empêcher, prévenir, sécuriser et sévir éventuellement, n'est-ce pas, en cas donc de problème de ce genre-là. Sinon, je pense que dans les zones rurales, en gros, la terre urbaine, les gens tout le temps sont là, les gens vont et viennent. Voilà, les gens connaissent, ils viennent aussi, donc il n'y a pas de possibilité. Donc vraiment, c'est vraiment ces zones-là, sensibles-là. Ce sont telles, vers DIFA aussi, vous voyez, il y a des zones sensibles de ce genre, tout ça qu'il faut voir davantage sécuriser. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est le plateau de Bonferré? Oui, absolument. Vous êtes en direct dans Presse Plus. Oui. Allô, oui. Oui, on vous entend, monsieur. Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est monsieur Dikiri depuis Tchintabaraden. Depuis Tchintabaraden. Allô? Oui. Monsieur, on n'a pas bien entendu votre nom. Excusez-nous. Donc, c'est monsieur Dikiri depuis Tchintabaraden. Jibril. Dikiri. Ikri. Oui. Ok. On vous écoute. Jikiri. Oui, on a compris. Jikiri. Ikri, hein? Oui. Ok. Depuis Tchita, on vous écoute. Oui, donc une manière de vous dire que votre plateau là est suivi pratiquement. Allô? Oui. Allô? Oui, la communication n'est pas très bonne, on vous entend à peine, mais vous pouvez continuer à parler. Oui, donc je vous dis. Allô? Vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Parlez, on vous écoute. D'accord. Oui, donc je vous dis que votre plateau est suivi un peu partout au Niger. Ce qui m'a étonné, c'est voir sur votre plateau, les animateurs sont tous des défenseurs de la démocratie. On vous écoute, monsieur. Donc, ces défenseurs de la démocratie, ça m'a fort étonné de les voir défendre des pratiques qui n'ont aucune source ni constitutionnelle ni dans le code électoral qui est le Akala à la Tchéboudi. Vous êtes? Alors, décidément, la communication n'est pas très bonne. Il parle, mais on ne comprend pas. On ne comprend pas très bien ce qu'il dit. Précis, quoi. On a juste entendu un problème avec la démocratie. Voilà, donc je dis, les défenseurs de la démocratie, là, ils ne doivent pas être. Ils doivent pas défendre des pratiques comme Akanaya, là. Je ne trouve pas ça bien. Oui, merci, monsieur Ekiri. Merci, monsieur Ekiri. Oui, vous avez compris ce qu'il a dit. Oui, j'ai l'impression qu'il dit qu'en démocratie, le Akala, lui, bon, c'est une opinion, c'est pas très bien. Bon, mais c'est une pratique coutumière, puisqu'on l'a relevé, je crois qu'il y a à peu près 3 semaines dans la région de Zender. C'est pas quelque chose qui est étendu. Bon, et puis l'autre chose, quand on rapporte aujourd'hui, certains présidents, le président de la République, je voulais dire certaines autorités sont en tout cas astreintes au serment confessionnel. Donc je pense que l'important dans l'esprit, c'est de garantir la sincérité, l'intégrité électorale, parce que c'est des pratiques, ça permet un peu de réguler un peu les conflits, les différences au sein de communautés, et c'est une pratique qui est vraiment répandue, connue de longue date circulaire, justement dans la région de Zender. Je pense que c'est son opinion, bon, on respecte son opinion. Oui, il fait aller avec la démocratie qui ne s'accommoderait pas, avec cette pratique entre autres et puis d'autres aussi. Non, mais une démocratie, je veux dire, laïque quelque part. Il y a aussi bien le code moderne, on va dire le français, ce que vous voulez.
On a aussi les alcalis dans les villages, dans les communes qui sont là à côté, même dans les villes, il y a l'alcali et tout. Voilà, donc il y a à côté, il y a le Coran. Et puis, voilà, et puis ça c'est vraiment une chose qui est depuis longtemps au Niger, depuis les années 60, hein, les alcalis sont là. Et puis là, il faut le juge. Et maintenant, à l'époque moderne, les autorités élues, la plupart en tout cas, prêtent serment sur le livre sang de leur confession. Or, quand même, au Niger, c'est quand même l'islam quelque part qui est la religion dominante. Donc, il n'est pas étonnant que dans cette culture islamique-là, déjà, il y a une pratique qui fait autorité. Dans certaines régions, on a parlé de la Kanlaya, donc les gens utilisent cela plutôt que de faire cours aux gendarmes. Bon, je veux dire, bon, c'est vraiment une opinion, quoi. Voilà, c'est une opinion, voilà, et puis voilà, c'est là, c'est sinon, le Nigérien commun, il sait que c'est quelque chose qui est tout à fait normal dans la vie de tous les jours. La vie de tous les jours, absolument. Mais je vais rajouter juste oui, vous savez ça. Par rapport à un peu les commentaires. C'est son opinion, bien évidemment. Mais c'est quoi? C'est quoi? Parce que c'est la démocratie qu'il ne faut pas faire la vérité. Bien sûr. Parce que la démocratie, c'est d'abord la vérité, c'est la transparence, c'est la sincérité. C'est pas parce que la démocratie suppose que, bon, moi je vais, par n'importe quel moyen, je vais arriver au pouvoir. L'essentiel, c'est d'accéder au pouvoir. La démocratie, c'est pour que les citoyens, à la base, puissent comprendre comment l'argent qu'on prend avec lui, comment cet argent-là est géré. Est-ce que ces besoins sont pris en compte, la transparence et tout? Il faut que les gens oublient que... Bonjour, monsieur Abdelrahman. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, c'est monsieur Mohamed, votre ami, qui a l'habitude de passer vous voir. Et vous nous appelez depuis où? Pardon? J'appelle d'ici à Niamey, c'est monsieur Mohamed. Ok, monsieur Mohamed, oui. Oui, bonjour, ça va, j'ai l'habitude de passer là-bas au studio là pour vous saluer. Ah, absolument, absolument. Donc, voilà, vous savez, bon, d'accord, c'est pour vous signaler jusque-là, dans la région de Kokorou, présentement dans la commune de Kokorou. La commune de Kokorou, c'est la région de Tilaberi, département de Terra. Oui. Donc, jusqu'à présent, il y a des quêtes qui ne sont pas encore arrivées, les urnes ne sont pas encore arrivées, à plus forte raison. Allô? Oui, et nous sommes à midi 12h08 et vous dites que il y a des urnes qui ne sont pas encore arrivées. C'est-à-dire les caisses ne sont même pas encore arrivées à plus forte raison pour le commencement même du vote. Voilà, donc vous voyez. Donc vraiment c'est des anomalies et il faut signaler très tôt pour que les gens puissent au moins prendre. Mais monsieur Mahmoud, vous êtes à Niamey, vous avez eu confirmation de cette information, vous avez vérifié? Il n'y a même pas 2 minutes de cela, je vous ai appelé pour vous le signaler. Parce que je viens d'enlever la maison. Merci. Les gens ils sont en train d'enlever les caisses pour pouvoir. Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de véhicule. Jusque-là, il y a des caisses qui ne sont pas encore arrivées. Après, il faut donc un problème de logistique, un problème de transport dans cette zone. Voilà, de transport, Merci, monsieur Mamadou. Merci, je vous en prie, merci beaucoup. Merci beaucoup, je vous en prie, au Sénissa. Oh, mais ça dénote simplement qu'entre le discours qui est tenu par ceux qui sont censés organiser les élections, et la réalité du terrain, se demande. Quand j'ai suivi un peu le point de presse du président de la CENI, moi j'ai eu l'impression que tout est en place. Il n'y aura pas de problème cette fois-ci. Tout le monde va voter pratiquement dans la même fourchette de temps. Entre 8h et 9h, ça va commencer un peu partout sur le territoire, dans les 200... Bon, moi, je ne parlerai pas de 266 communes parce qu'il y a déjà 8 communes qui n'ont pas été recensées. Il faut les déduire de ces machins. Et quand on parle de 266 communes. Il y en a à Kinta et dans la région de Tawa des communes qui n'ont pas été recensées, qui n'ont jamais, en tout cas, nous ne sommes pas au courant que ces communes aient fait l'objet de recensement. Alors, il faut déduire pour dire, dans les communes où le vote doit se dérouler, où le vote s'est déroulé à l'occasion des élections locales, des élections présidentielles, premier tour couplé aux législatives, on a fait l'effort d'envoyer. Mais dire que tout est en place et que les choses vont se dérouler à l'heure. Bon, vous voyez, par exemple, celui qui vient d'appeler, il dit, jusqu'à cet instant où il parle, il n'y a pas encore les urnes, j'espère, je pense bien. Oui. Il n'y a pas... Bon, je sais qu'il dit certainement, quelqu'un lui a rapporté ça, il a dû appeler, c'est sa zone, quelqu'un a dû l'appeler pour lui dire, jusqu'ici, nous attendons. Bon, vraiment, il faut l'optimisme
dire que tout est fait, tout est normal, moi je dis en matière d'élection, c'est toujours compliqué, on ne peut pas tout régler. Et il faut seulement être réservé. Mais venir affirmer de manière péremptoire, aujourd'hui, certainement il y a des gens qui vont appeler, qui vont dire peut-être je ne le souhaite pas. Toute la journée, ils sont restés sans pouvoir voter, parce qu'il n'y a rien qui a été mis en place. Absolument. Et renouons avec la une des titres des journaux. Oui, sur les personnages. Je veux juste pour ajouter que quand même, même si ils n'ont pas voté, ils ont encore du temps sur leurs doigts. Donc, moi, c'est jusqu'à la nuit tard, un cas doit pouvoir prendre les dispositions nécessaires pour qu'ils puissent accomplir leur devoir civique. Mais qui va le prendre? Qui va, oui, le problème, dans des zones, voilà, dans ces zones où tu ne peux pas circuler, voilà, tu ne peux pas circuler la nuit. Est-ce que c'est des trucs d'insécurité, ils n'ont pas trouvé les moyens pour absolument, tout ça là? Des zones comme ça, on doit pouvoir faire voter les gens très tôt. Pour que, parce qu'à partir de 18h, le couvre-feu est instauré. Il y a des gens qui font 5 km, 2 km, 3 km pour venir voter. Bon. Et c'est un risque qu'ils prennent pour retourner chez eux. C'est un risque qu'ils prennent pour si la nuit est assez avancée. Alors, la une de l'enquêteur dans sa parution du 18 février 2021, l'enquêteur titre « Les candidats entre l'espoir de victoire et la peur de déroute ». Les candidats entre l'espoir de victoire et la peur de déroute. Et puis l'enquêteur, toujours, notre quotidien, dans sa parution cette fois du 19 février, titré « Qui sera élu président ?» Maintenant, tout dépend de vous, Nigériens. Qui sera élu président? Maintenant, tout dépend de vous, Nigériens. Docteur Soulaji, l'espoir de victoire et la peur d'une déroute pour l'un ou l'autre des candidats, certainement, ces deux sentiments qui se côtoient chez nos deux candidats, surtout aujourd'hui, au moment où les votes se déroulent. Mais évidemment, c'est un examen de passage. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'angoisse. Vous vous rappelez quand vous passez l'examen du CPE, voilà, c'est un peu ça. Donc je crois que c'est ça aussi qui stresse quelque part donc, les candidats. Maintenant, la sérénité peut venir des échanges qu'ils ont avec leurs lieutenants dans les régions, dans les bureaux de vote, tout de suite, parce qu'ils suivent le processus électoral, c'est la mesure. L'affluence, le degré d'affluence donc dans les villes et tout cela ils suivent dans les campagnes, n'est-ce pas? Donc il y a effectivement des éléments objectifs qui pourraient donner espoir, n'est-ce pas, pour la victoire à certains et bien sûr découragement et détresse pour d'autres. Voilà. Donc bien sûr c'est une période tout à fait particulière où bien entendu fortement attendre jusqu'à la fin vraiment pas de vote pour pouvoir avoir une idée globale parce que quand les états-majors des partis ont généralement une idée bien avant, n'est-ce pas, donc les citoyens ordinaires, donc ils ont déjà un certain nombre de données compilées, de tendances, n'est-ce pas, qui peuvent évaluer pour voir effectivement si à dans telle région le nombre de voix permettra d'avoir tel ou tel pourcentage. Bon, oui, donc vraiment c'est une période de test, c'est un test quelque part, mais je pense que l'ensemble avec la campagne menée au second tour, avec le degré de mobilisation des citoyens, l'application des leaders au niveau local, régional, communal, si vous voulez. Et donc, les chances augmentent avec cela. On s'est dit, bon, étant donné que j'ai ça, donc j'ai grand espoir de pouvoir gagner les élections, même si, par ailleurs, donc il n'y a toujours pas de décision fixée. Mais le nombre, en tout cas, d'acteurs, d'hommes influents, femmes influentes, autres qui ont participé à cela, le nombre de régions où les votes sont le plus souvent massifs, les tendances, tout cela peut en tout cas indiquer à un candidat d'être serein, donc d'attendre la victoire avec beaucoup de sérénité. Ousseinissa. Qui sera élu président, demande l'enquêteur. Maintenant, tout dépend de vous, Nigériens. La décision, comment dire, viendra des électeurs. Mais la décision est entre les mains des électeurs. N'est-ce pas? Bon, le Nigérien dira entre les mains de Dieu. Mais bon, entre les mains de Dieu d'abord. Mais des électeurs, parce que dans tous les cas, c'est d'abord la volonté de Dieu. Celui qui sera président, c'est Dieu qui détermine qui va être président. Mais les électeurs sont aussi déterminants. Parce que c'est en fonction de ce qu'ils veulent.
Oui, absolument. que les choses vont se décider. On a vu. Et pourquoi ils font les alliances? C'est pour ça qu'ils font les alliances, les partis politiques, mais des alliances souvent contre nature, des alliances qui ne concordent pas forcément à la réalité. Ça dépend de celui aussi, souvent, le plus souvent, on assiste à ce genre de choses dans les pays, quand on voit un peu dans les pays des dinosaures, des présidents dinosaures. Bon, ils n'ont même pas besoin de battre campagne. Ils sont sûrs d'être élus. Ils n'ont pas besoin de battre campagne parce que tout est fini, tout est achevé. C'est pour ça, souvent, tout à l'heure, je voulais introduire ça, je dis la démocratie, c'est une espèce, dans nos pays, véritablement, c'est une espèce d'arnaque, quoi. Non, c'est le meilleur système parmi tous ceux qu'il y a comme système. Mais dans nos pays, les gens, ils ont transformé ça en gagne-pain. Et tant qu'on ne mettra pas fin à ça, la démocratie, c'est un mécanisme qui puisse permettre aux citoyens de participer à la gestion de l'État, qui puisse permettre à ceux qui aient une gestion assignée de l'État. Moi, je dis, ce n'est pas seulement le vote. Après le vote, c'est que les citoyens doivent détenir encore cette possibilité de te sanctionner en tant que dirigeant. Pendant ton mandat, pendant que tu es en train de gérer, il faut que les citoyens puissent disposer de cette possibilité-là, de dire non, c'est pas parce que tu as été voté à un temps T que autant Y ou machin, on ne peut pas dire non, on n'a plus besoin de toi parce que tu n'es pas en train de faire ce qu'on attend de toi. Absolument. Qui sera votant, qui sera gagnant, qui sera... Absolument. C'est Dieu, c'est le peuple. Absolument. Maintenant, les gens, c'est aux citoyens d'apprécier. Qui peut faire l'affaire? En tout cas, qui peut être à l'écoute des citoyens nigériens? C'est aux électeurs de déterminer aujourd'hui de qui ils veulent comme président. Pas seulement aux citoyens, parce que les citoyens peuvent déterminer, mais ceux qui gèrent le processus même peuvent décider autrement. Absolument. Voilà un peu aussi le risque. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je vais rebondir sur le Kanlaya. À Kanlaya, parce que tu voles, Dieu a dit, tu voles, c'est un péché. Il faut quand même expliquer ce que Kanlaya, comme on se vit partout. Oui, on l'a déjà expliqué. Il y a toujours de nouveaux spectateurs. C'est toujours de nouveaux. Oui, on l'a déjà expliqué à Kanlaya. Oui, bien évidemment. C'est que c'est dans le Coran. Tu voles. Tu veux pas. On vient, on fait un communiqué, on dit celui qui a appris, celui qui a vu. Et qui n'a pas dénoncé. Que le châtiment de Dieu s'abatte. Tu es complice. Que le châtiment de Dieu s'abatte sur. Encore quelqu'un qui sait qu'il est honnête. Tu as vu le voleur. Tu viens te dire, c'est un tel. Est-ce que ça, c'est un péché? Voilà. Est-ce que c'est un péché? C'est une façon de créer quand même la sérénité au sein de la... Mais tu vois, tu t'étais parce que tu te dis qu'il y a des intérêts, parce que tu vas aller voir le voleur, il va te donner quelque chose dedans. Absolument. Et toi, tu vas manger, tu vas être... Pendant qu'une écrasante majorité des gens sont là, ils souffrent. Qui souffrent, absolument. Du fait de ce vol-là. Merci Ousseynou. Alors, un message circule déjà qui dit que, c'est le docteur Amadou qui vient de me le montrer, que Bonferré a dit qu'il n'y a pas d'autorisation pour les personnels en déplacement ou en mission à Zender et donc ils ne pourront pas voter et que de l'argent est en train d'être distribué pour faire voter un candidat. Enfin, c'est pas ce que Bonferré a dit. La source, c'est vrai, vient d'un de nos téléspectateurs, auditeurs, qui nous a appelés depuis Zender et il parle de l'arrondissement communal 1 de Zender. Donc l'arrondissement communal Zender 1, c'est là-bas que les responsables communaux n'ont pas assez de formulaires, n'auraient pas assez de formulaires, oui, c'est vrai, pour distribuer au personnel qui aurait fait, M. Sadoui, qui aurait fait donc cette demande. Donc ce n'est pas toute la ville de Zender d'abord, déjà, c'est seulement la commune 1 de Zender. Et cette information nous a été rapportée par M. Sadou qui nous a appelé depuis Zender. Et c'est lui qui a dit qu'il aurait appris que l'argent est en train d'être distribué pour faire voter les gens, les électeurs en faveur d'un candidat.
Alors, autre téléspectateur, il dit tout à l'heure, il a dit que Dieu, la décision se trouve entre les mains de Dieu, entre les mains des électeurs aussi. Monsieur dit qu'il faut ajouter la CENI aussi. Il dit que Dieu assiste le Niger, mais l'avenir du Niger est entre les mains de la CENI. Moi, je pense que l'avenir du Niger se trouve entre les mains des électeurs, je pense, parce que c'est eux qui décident. Oui, parce que là, il parle de la sécurisation du vote des urnes. C'est d'ailleurs un des titres de journal de la place, notamment les Échos du Monde, dont nous avons découvert quelques titres d'ailleurs. Donc le journal Les Échos du Monde a titré Élection présidentielle deuxième tour, la sécurisation des urnes. Élection présidentielle deuxième tour, la sécurisation des urnes. Voter c'est bien, mais faudra-t-il encore que les urnes, les résultats des urnes reflètent je vois un peu la société dire. Je pense que tout à l'heure on a parlé des zones réputées, des zones d'insécurité où il y a des menaces d'armes, ainsi de suite. Justement là, on ne sait pas, si vous vous rappelez, après le premier tour des élections présidentielles, on avait recommandé à ce que la CENI, dans le cadre justement de la sécurisation des opérations de vote, puisse prendre des mesures pour assurer la sécurité dans ces zones-là reculées pour qu'il n'y ait pas ces événements auxquels on avait assisté en partie. Mais je pense que l'important, j'ai vu pour la campagne où il y a des leaders, en tout cas des candidats, qui demandent à leurs militants de sécuriser leur vote eux-mêmes, où il faut convoyer l'urne au niveau de la commission communale qui doit réceptionner l'urne et puis procéder au comptage de voix. Je pense que la CENI, justement, a cette responsabilité d'assurer la sécurité là où elle le peut. Tout à l'heure, on l'a dit, au niveau de tous les bureaux de vote, l'idéal serait qu'il y ait la présence des forces de sécurité pour pouvoir le faire. Mais c'est à quoi on a assisté au premier tour, vous avez vu, c'est avant même que les membres du bureau de vote n'aillent, on les intercepte, on les menace. Donc ça pose un autre problème à ce niveau-là. Donc je pense que, en cas de mon point de vue, la CENI fait en cas ce qu'elle peut faire. L'idéal, justement, c'est de déployer les forces de l'ordre. Pour moi, est-ce que c'est la CENI qui a l'autorité de déployer les forces de l'ordre à l'intérieur du pays, ou partout où besoin est, ou bien le ministère de l'Intérieur, ou les autres? C'est-à-dire qu'il y a une réquisition des forces publiques. Je crois que la semaine passée, je disais qu'il y a des responsables des forces de défense et de sécurité qui sont affectés au niveau de la CENI, qui sont membres de la CENI, justement, dans le cadre de la sécurisation des opérations de vote. On fait le plan, justement, de sécurisation pour pouvoir déployer en nombre les forces de défense et de sécurité là où le besoin se fait réellement sentir. Parce qu'on l'a dit, on ne peut pas déployer des agents de l'ordre, en tout cas des forces de sécurité, au niveau de chaque bureau de vote sur à peu près je crois que ça doit avoir plus de 25 000 bureaux de vote. Ce n'est pas toujours évident. Ce qui est sûr, docteur Soulage l'a dit, au village, contrairement à ce qu'on pense, il y a cette tradition quand même de paix où les gens votent dans la sérénité, il n'y a pas de violence, mais toujours, c'est le plus souvent c'est à titre dissuasif où on amène, parce que c'est la violence ou la fraude qui est une cause justement de nullité de ces élections-là. Au moins, quand il y a la présence de forces de l'ordre, de ceux qui sont mal intentionnés, qui peuvent venir menacer, qui peuvent faire de la violence, en tout cas vont avoir un peu vont hésiter à troubler l'ordre au niveau de ça. C'est ça l'idéal. Mais sinon, moi, je pense que l'avenir, c'est entre vraiment les mains des électeurs. Parce qu'aujourd'hui, la souveraineté appartient au peuple. C'est le peuple nigérien qui va décider qui doit en tout cas prendre les rênes du pouvoir pour les 5 années à venir, et les gens doivent justement protéger eux-mêmes leur vote pour pouvoir assister au déploiement, convoyer le résultat au niveau de la commission qui doit proclamer, en tout cas qui doit compiler et transmettre les résultats à la CENI nationale. Voilà. Alors oui, docteur, je vais vous donner la parole, mais juste le temps de lire cette intervention d'un de nos téléspectateurs. Il dit tout le monde veut la paix, c'est sûr, et si nous voulons la paix ici au Niger, il faut que les autorités respectent les voix des électeurs provenant des urnes. Au cas contraire, la situation sera très grave parce que ces peuples vont sortir pour défendre leur voix. La paix, la stabilité ou la régularité du scrutin dépendra aussi du respect des résultats sortis des urnes. Oui, bon, moi c'est d'abord le citoyen qui a parlé de la CENI, accuse la CENI, enfin, que. Mais la CENI, parce qu'il pense que la CENI peut aussi être un acteur de changement. C'est-à-dire que c'est pas le vol par les armes, par une arme, tel qu'un fusil, mais par le bic, quoi, ou par l'ordinateur, voilà. C'est-à-dire qu'on peut chercher. On va manipuler les résultats là, c'est ça qu'il veut dire. Donc est-ce que, même si les électeurs votent comme il faut, est-ce que l'ordinateur, donc les gens qui sont là-bas, la CENI, ne vont pas
pouvoir manipuler. C'est ça, je pense que c'est la question. Le risque est que si jamais la CENI a un choix, elle peut faire basculer donc, dans le sens de son choix. Donc, à ce niveau, c'est ça qu'il dit. Il faut que les choses soient très claires. La CENI n'a aucune possibilité. Oui, merci Abdraman. La CENI n'a aucune possibilité de changer parce que c'est une compilation. C'est les résultats qui sont déployés au niveau du bureau de vote, qui viennent au niveau de la commission communale, départementale, régionale, qui sont transmis maintenant après vérification. La CENI proclame, et c'est là où tout à l'heure j'ai dit. C'est là qu'il faut s'entendre quand on parle de la CENI. Est-ce qu'on parle de la CENI nationale et de tous ses démembrements, ou bien de la CENI nationale qui est juste logée ici à Niamey? Moi, je pense que quand la responsabilité c'est au niveau de la CENI nationale, puisque c'est elle qui proclame les résultats. Donc les actes que poseront ces démembrements, justement, parce que oui, bien sûr, au niveau, puisque le premier maillon de la chaîne électorale c'est le bureau de vote. Parce que c'est ça la porte d'entrée. C'est là où les gens votent. Et la responsabilité de la CENI commence à partir de là-bas. Après, ça commence à partir de là-bas. Et je pense que l'autre chose aujourd'hui, on a dit que dans les bureaux de vote, il y a non seulement les membres du bureau de vote, le président, le secrétaire, les assesseurs, mais il y a des représentants des partis politiques qui sont là, qui assistent justement au déroulement, au bon déroulement. Tous ceux qu'ils auront constaté comme irrégularité, le représentant de chaque candidat a le droit. Le président de la CENI, le président du bureau de vote ne peut pas lui empêcher de faire mentionner sur le procès verbal ce qu'il aura constaté comme irrégularité. Et là, après le dépouillement, c'est public. Le public peut assister au dépouillement. On compte le nombre de voix obtenues par candidat. On porte sur le procès verbal. Le représentant vérifie est-ce que réellement, après le dépouillement, c'est le nombre de voix que son candidat a obtenu qui a été porté sur le procès verbal avant de signer. Et maintenant, ils prennent l'urne et on ramène l'urne au niveau de la commission communale qui reçoit les résultats, on voit tout est OK, et puis on comptabilise. Maintenant, après, ils vont transmettre par voie hiérarchique. Même si la CENI le voulait, elle ne peut pas changer les résultats en faveur d'un candidat. Ce n'est pas possible. On se rappelle que le candidat Maman Ousmane, dans une interview accordée à RFI, dénonçait l'existence de 900 000 voix, entre 900 000 et 1 million de voix, de voix fictives, de voix frauduleuses qui auraient été attribuées à son adversaire. Le problème à ce niveau, la Commission nationale ne peut pas savoir que c'est des voix fictives dans la mesure où c'est des voix qui ont été comptabilisées, portées sur un procès verbal. Peut-être c'est des procès verbaux qui sont faux, qui sont, en aval. Ce sont des procès verbaux qui sont faux, mais qui sont arrivés au niveau de la Commission décentralisée jusqu'à remonter au niveau national et qui ont été considérés comme les vrais résultats sortis de ce bureau de vote-là. Merci, Dr Amadou. Oui, Slaji. Bon, Dr Amadou a répondu à la question. Bousculer comme ça les choses. Bon, c'est vrai que en cas. Le véritable problème, quand on va modifier, parce que entre ce qui est sorti du bureau de vote va arriver au niveau de la CENI communale où on comptabilise, on fait tout et tout. Et ce qu'on va remplacer, c'est pour ça que j'ai dit, c'est la CENI globale qui est responsable. C'est la CENI nationale qui. Parce que non, donnez-vous les moyens pour que quelqu'un ne puisse pas, à partir d'une CENI, comment dirais-je, déconcentrer, puisse modifier, soustraire. Et ça, est-ce qu'on peut arriver à le faire? Quand ce n'est pas, ils ne mettent pas les moyens pour pouvoir faire ce genre de choses. Oui, mais l'autre chose qu'il faut dire, y compris au niveau de la commission communale, il y a le représentant de chaque candidat. Oui. Justement, puisque c'est ça, les gens sont en séance publique, où quand on amène, on reçoit les résultats. Quand il y a des choses où le président de la commission ou quelqu'un peut-être veut le faire, les autres vont contester. Absolument. C'est parce que ça engage l'ensemble des membres de la CENI communale, puisque parmi lesquels il y a les représentants de chaque candidat, il y a le représentant de la société civile, un certain nombre de choses. C'est ça la composition, et c'est une responsabilité collégiale à ce niveau de mon point de vue. Oui, finalement, vous allez intervenir et j'espère que il va vous laisser intervenir. Je pense que la question, ça c'est déjà réglé quelque part. Donc les risques de révolte, de contestation, tout ça que vous voulez que les citoyens pourraient faire. Bien sûr, c'est-à-dire que chaque élection, il y a une dynamique. Il y a une dynamique, surtout au second tour, il y a une dynamique qui porte sur un candidat, donc qui montre qu'il va probablement avoir donc le dessus sur l'autre, sur son concurrent. Ce qu'on appelle un momentum, qui porte donc un candidat, qui va pouvoir donc être vraiment avoir le banc pour qu'on dit et pouvoir s'imposer en tant que tel. Donc si toute d'aventure ce candidat-là, qui a le momentum échoue, donc il y a des risques de frustration et ces électeurs, l'électorat en gros, l'électorat risque de pouvoir être frustré et d'engager des actions de violence. Parce qu'il ne comprend pas. Donc c'est quand même qu'on a une dynamique sur cela et que subitement on dit que c'est pas lui qui a gagné. Voilà, donc c'est ça le risque. Or, bon,
c'est un contexte où, bien entendu, il faut que la CENI puisse gérer cela avec beaucoup de prudence, vraiment avoir la certitude que les chiffres sont exacts avant de tout prononcer, que la Cour constitutionnelle, elle aussi, quand ça viendra à ce niveau, prendre le temps de voir vérifier. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait une transparence totale, n'est-ce pas, au niveau des examens, de l'examen d'exploration, tout ce que vous voulez, donc de ces documents-là, de ces données-là. Voilà. C'est ça qui va pouvoir faire éviter à notre pays vraiment une crise, voilà, vraiment une fièvre électorale grave, quoi. Une cause électorale grave. Alors, c'est téléspectateur qui dit que oui, c'est bien que des institutions, des personnes ou des groupes de personnes de différentes obédiences, de différents domaines interviennent pour un peu calmer les choses et faire en sorte que ces élections se déroulent dans la paix, la sécurité et tout. Mais ce téléspectateur dit que lui, il aurait voulu entendre donc, le président de la République peut-être faire un message ou quelque chose du genre pour la veille de ces élections, pour apaiser tous les esprits. Docteur Sanda Hassan depuis Ouagadougou. Bon, je ne sais pas si c'est pertinent ce qu'il dit que le président intervienne, puisque le président, généralement, s'adresse à la nation, en tout cas à des moments solennels. Est-ce que l'occasion de ces élections-là, puisqu'il y a une commission électorale nationale indépendante qui organise les élections, peut-être, je ne sais pas si le président de la CENI a déjà s'est adressé aux citoyens pour leur demander chacun de se mobiliser pour aller s'acquitter de son devoir civique, appeler les gens à voter dans la sérénité. Voilà, donc je pense qu'il revient plus au président de la CENI de le faire que plutôt au président de la République, puisque quand il le fait, bon, ça peut être interprété aussi diversement. De mon point de vue, il ne relève pas en tout cas de l'autorité du président de la République de le faire. Donc le président de la CENI l'a fait. Je pense que c'est une très bonne chose. C'est la CENI qui a la responsabilité exclusive d'organiser donc ces élections. Ces choses faites, je pense que c'est tant mieux. Oui, Ousseinissa. Bon, mais pour moi, tout ça là, je me dis, il faut qu'on s'inspire. La démocratie, ce n'est pas notre invention. C'est une invention grecque, et puis ensuite l'Occident s'en est accaparé. Là, docteur, s'il est interpellé. Oui, sauf que oui, il y a une invention, mais sauf qu'elle est devenue universelle maintenant. Non, elle est devenue une propriété. Il faut qu'on la pratique vraiment dans les règles de l'art. Mais c'est ce que je viens de dire. Mais c'est fait de telle manière que des gens qui souvent, parce que quand moi j'ai eu l'occasion de visiter des pays occidentaux, mais quand ça se passe, quand on voit les gens qui font la démocratie, c'est souvent des gens qui n'ont aucun boulot, rien, qui n'ont aucune profession, une qualification, rien. Ils se jettent dans la politique et c'est de ça qu'ils veulent vivre. Moi je dis la politique c'est un engagement. Parce qu'on a des idées, on a des valeurs et tout, qu'on veut mettre à la disposition, en tout cas, des citoyens aussi du service de la communauté. Mais quand ça devient un fonds de commerce, une profession, pour moi, j'ai dit, c'est faussé. Parce que les gens, tout ce qui fait que les gens, aujourd'hui, ils sont ici, demain, ils sont là, après-demain, ils sont là. Absolument. Ils sont tout le temps instables. Ils ne sont jamais au même. Et c'est les mêmes compositions et recompositions de compositions. C'est des sujets dont on a débattu ici plusieurs au CENI. Mais il faut excusez-moi, on a notre envoyé spécial depuis Zender, donc Sidikou Haruna. Sidikou, bonjour. Monsieur Abraham Diounoussa. Donc, vous nous appelez depuis Zender, où vous étiez depuis la veille de ce scrutin. D'abord, en quelques secondes, dites-nous brièvement comment ça se passe à Zender. Effectivement, Abraham, nous sommes ici depuis hier. Ce que nous avons constaté en un mot, c'est l'engouement. L'engouement, les électeurs sont sortis. Et très tôt ce matin, les queues devant les bureaux de vote se sont vraiment formés bien avant l'ouverture de ces bureaux. Et chacun s'emploie à aller voter pour son candidat. Et nous n'avons pas constaté, en tout cas pour ce qui est des bureaux que nous avons visités, nous n'avons pas constaté le problème en ce qui concerne le déroulement de ces opérations de vote. Pratiquement tout est en place. La CENI a déployé les instruments et les outils de vote
les partis politiques ont dépêché, enfin, je dirais les candidats ont dépêché leurs délégués, tout en place, en tout cas, pour permettre un bon déroulement de ces opérations de vote. Monsieur Sidikou, Oui. un de nos téléspectateurs depuis Zender nous a signalé quelques anomalies, notamment dans la commune 1 de Zender, où le personnel en déplacement ou en mission dans cette circonscription n'a pas pu avoir d'autorisation pour voter, des autorisations qui devraient être délivrées par le responsable communal de la CENI sur place. Est-ce que vous avez vérifié cela? Oui, on a eu pas de cette information. Vous savez, on ne peut pas confirmer sans avoir pour le moment vérifié. Et nous sommes en train de vérifier justement la véracité de cette information. Pour le moment, je ne peux pas vous dire que c'est vrai. Il faudrait bien que je puisse me renseigner davantage. C'est vrai que j'ai entendu ces affirmations-là. Enfin, j'ai même vu l'un des messieurs se plaindre pour cela, mais il faudrait d'abord que je puisse vérifier au niveau même de la CENI ou de la représentation de la CENI sur place. Et de l'argent serait distribué sous le manteau à des électeurs pour qu'ils votent, semble-t-il, un candidat. Vous n'avez pas eu écho de ce type d'information non plus? Oui, pour ce qui est de ce genre d'anomalie, comme j'ai eu à le dire au début de cette intervention, nous n'avons pas constaté vraiment d'anomalie du tout. Peut-être que cela se passe à l'insu de l'œil des caméras. Et ce qui est sûr, il y a un engouement total de la part des électeurs à aller voter. Peut-être que de tels enregistrements sont possibles dans l'ombre, mais en tout cas, les candidats ou les représentants avec lesquels nous sommes ne nous ont pas saisis formellement pour cette situation. J'espère que vous continuerez à être sur le terrain et à nous faire part de tout ce qui se passe à Zender, pas dans Presse Plus, mais après certainement dans l'édition spéciale que vous ferez. Oui. Nous avons effectivement, nous sommes en train de continuer à sillonner la ville de Zender. Ce matin, on était déjà avec le président Mohamed Ousmane qui est allé voter au niveau du CS Barma Moustapha de Zender. Nous reparlerons de tout ça, Sidikou, si vous le voulez bien, après, dans un autre cadre. Alors, merci beaucoup, Sidikou Harouna, depuis Zender. Donc, bon, cette information n'a pas encore été tout à fait vérifiée, mais n'a pas été démentie non plus jusqu'ici. Donc, nous espérons que le problème sera réglé, comme ici, à la commune 5 de Niamey, que ces petites anomalies vont être corrigées. Autre défi auquel ce scrutin, qui peut se révéler au cours de ce scrutin ou à la fin de ce scrutin, docteur, c'est la proclamation des résultats. On a vu la dernière fois, la CENI a pris 6 jours pour pouvoir... là, au 6e jour que ces résultats ont été proclamés, là, il y va, n'est-ce pas, de la sérénité ou de la confiance que les gens pourraient mettre dans la proclamation de ces résultats si ils sont proclamés à temps, dans des délais raisonnables, le plus rapidement possible, puisqu'il n'y a que 2 candidats, et c'est une arithmétique simple, c'est une addition pour pouvoir trouver le nombre de voix et pouvoir faire les calculs. En principe, ça ne va pas prendre du temps. Tout à fait. Et si jamais ça prend du temps, ça peut poser le problème. Je suis d'accord, Abderrahmane, avec vous. Je pense que l'autre défi, effectivement, c'est de faire en sorte que la CENI puisse proclamer les résultats dans un délai raisonnable, peut-être maximum 72 heures après le vote, et pour que effectivement qu'il n'y ait pas de suspicion. Et je pense que la CENI va en tout cas tenir ce pari, comme vous l'avez rappelé, parce qu'il n'y a que 2 candidats. Peut-être pour le premier tour, ça pourrait s'expliquer par le nombre de candidats quand même, qui est important pour pouvoir vérifier, ainsi de suite. Il n'y a que 2 candidats. Et l'autre chose, comme je l'ai souhaité, si jamais le vote ne se serait pas déroulé sur 2 jours dans certaines localités, on se rappelle comme Tintabaraden et autres,
là où il y a eu beaucoup de bureaux de vote qui n'avaient pas ouvert le premier jour du vote. Et je pense que si on arrive à faire en sorte que la CENI prenne des dispositions pour que l'essentiel, en tout cas la majorité des bureaux de vote, en tout cas puissent ouvrir au cours de cette journée et que le résultat arrive à temps, je pense que la CENI ne prendra pas autant de temps qu'on a constaté pour le second tour, justement pour la crédibilité justement des élections et qu'on concourt à toute velléité de fraude ou dans le cas de partition de suspicion par-ci par-là. Merci. Oui, docteur. Vous pensez aussi que c'est une condition pour apaiser l'esprit, ne pas nourrir la suspicion et les suspicions. À partir du moment où il y a cette attente-là, bien sûr, il faut que la CENI fasse diligence pour pouvoir donner des résultats très tôt, ne pas donner l'impression qu'elle est quelque part sous coupe, réglée par les autorités. Et donc les gens plus saturent, plus les gens pensaient qu'elle est peut-être entre les mains des autorités pour trouver une issue au candidat du pouvoir, voilà, tout ça. Voyez. Donc ça va donner lieu à des situations incroyables. Donc il faut qu'elle fasse vite pour elle-même, pour sa sécurité propre, c'est pas pour son image propre, afin que vraiment les citoyens soient informés très tôt, le plus tôt possible. Nous allons essayer de joindre notre correspondant depuis Tillabéri. Il s'agit de Mohamed Alpha, envoyé spécial donc dans la ville, la capitale du fleuve, comme on aime appeler le chef-lieu de la région de Tillabéri. Non, Mohamed Alpha n'est pas encore en ligne. Nous allons poursuivre ce plateau. Ousseini, en ce qui concerne on a parlé de la sécurisation des urnes, mais c'est la proclamation des résultats, parce que c'est une des étapes essentielles aussi du vote. Moi, je pense que la loi règle ça, n'est-ce pas? La loi a déjà réglé cette question-là. Mais maintenant, tout dépend de ce que les gens ont vécu. Parce que, bon, vous savez bien évidemment, quand vous mobilisez les gens, vous avez passé des semaines entières en train de sillonner ce pays-là pour dire aux gens votez pour moi. Et que parce que dans tous les cas, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Hein. Depuis que les élections ont commencé avec le retour de notre pays sur les règles de la démocratie, les gens, ils ont déjà souvent les résultats au niveau des bureaux, au niveau de ceci, cela, quelqu'un des états-majors des partis. C'est pas aujourd'hui. Les gens, ils savent déjà ce qu'ils ont. Maintenant, s'il y a la sincérité, moi je pense que bon, on laisse. Mais quand la sincérité n'est plus, quand les gens ne sont pas d'accord souvent avec des résultats qui sont transmis, ça pose un sérieux problème. Absolument. Ça sert à quoi d'aller mobiliser des gens, de parcourir ce vaste pays-là pour dire aux gens sortez, votez pour moi, et qu'au bout du compte, quelqu'un d'autre décide. C'est ça qui est choquant. Absolument. Et c'est ça qui pousse les gens partout où les gens basculent dans la violence, c'est ça. Parce que tout simplement, les gens n'ont pas voulu faire le travail de manière honnête. Moi, je pense qu'il faut faire ça de manière honnête. Celui qui a gagné, celui qui n'a pas gagné. Mais quand on veut faire, parce qu'on a déjà un choix qui est déjà établi et tout, malheureusement, souvent ça bascule, ça entraîne la violence. Absolument. Parce que les gens se disent non. Toute la journée que j'ai passée pour pouvoir voter, ou tout l'argent que j'ai mis pour battre campagne, voilà quelqu'un des gens qui sont là dans le circuit qui transforment. Non, il faut qu'on avance. Tout à fait. Il faut qu'on avance. Parce que c'est quoi la démocratie? La démocratie, en quoi c'est bien? Parce que ça permet de sanctionner celui qui a mal géré. Si tu as mal géré, il faut que le peuple puisse savoir un mécanisme. Même quand tu as mal géré, on ne peut pas te sanctionner. Depuis Tawa, Suleiman Ousmane. Allô? Oui, Suleiman Ousmane, bonjour. Oui, bonjour, M. Agrawan. Vous êtes dans la cité de l'Ader, à Tawa notamment, depuis quelques jours maintenant. Vous êtes là-bas pour Bonferré Télévision. Qu'est-ce qui se passe à Tawa ce jour de vote? Est-ce que tout se passe bien? Donc, bonjour M. Agrawan, pour vous donner l'opportunité de nous exprimer par rapport à ces élections en ce qui concerne la région de Tawa. En tout cas, pour l'instant, tout se déroule normalement de l'autre côté de la région de l'Ader. Depuis ce matin, les bureaux de vote ont ouvert à partir de 8h00 dans pratiquement tous les bureaux de vote où nous avons sillonné. Alors, le secrétaire général du gouverneur de cette localité a donc donné le top départ de ces élections. Oui, si on peut. Oui,
tourné au niveau du lycée Agba de Tawa. Alors, en tout cas, en ce moment, tout se passe comme prévu. Et Suleiman, vous n'avez pas relevé d'anomalies, par exemple les retards dans l'ouverture des bureaux de vote, l'absence de quelques matériels de vote, etc. Tout se passe normalement, c'est sûr? En cas, en ce qui concerne les centres de vote que nous avons pu actionner, tout se déroule normalement, tout le matériel est disponible également. Les représentants des délégués des partis politiques sont présents. Et les responsables également, les observateurs également étaient sur place. En tout cas, tout le monde était sur place jusqu'à cette heure où je vous parle. Est-ce que l'affluence est importante déjà à ce moment de la journée? Oui, pour le moment, l'affluence n'est pas grande. En tout cas, les électeurs viennent à contribuer pour accomplir leur devoir de vote. On attend voir d'ici peut-être vers 14h ou 15h pour voir comment l'affluence va rencontrer. Pour le moment, vous êtes que dans le centre-ville de Tawa. Est-ce que vous êtes allé dans les environs, les villages environnants, où vous envisagez de le faire? En tout cas, pour l'instant, nous n'avons pas encore été au niveau des villages environnants, mais quand même, nous l'espérons, et là, d'ici peut-être vers 15h ou 16h, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'on va faire un peu le tour si on a assez de temps. Merci, Suleiman Ousmane. Oui, merci à Bravo. Donc à Tawa aussi, tout se déroule normalement, comme à Maradi, comme à Zender. En tout cas, pour le moment, même si anomalie il y a, ce n'est pas assez important à ce stade de la journée. Donc, Suleiman, notre dernier correspondant qu'on vient de prendre, puisque Mohamed Alpha depuis Tilaberi n'est pas joignable pour le moment. En tout cas, on a essayé, il est difficilement joignable. Et or, on est au terme du temps qui nous est consacré. Alors, docteur Amadou Hassan Boakar, on l'a dit tout à l'heure, hein, l'un des défis, c'est aussi pouvoir dire les résultats dans un délai raisonnable. Alors, oui, ça c'est au niveau de la CENI nationale, ici à Niamey. Mais l'étape du déploiement et de la déclaration ou de la proclamation des résultats au niveau des bureaux de vote dans les différentes localités, on l'a vu à une certaine période, notamment en 1996, à 19 pardon, a créé un problème. Est-ce que avec cette tension qui monte, est-ce que la contestation ne peut pas arriver ou des événements ne peuvent pas se produire au moment au niveau local, ici et là, au moment même où les déploiements se font, ou après la proclamation des résultats dans ces zones ou dans ces localités, une chose que la CENI nationale ici ne pourrait pas contrôler. Bon, moi, à mon avis, Abdraman, si tout se passe de façon transparente, en présence de délégués de deux candidats, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et vous savez, le déploiement, comme je dis, c'est public, puisque le public, en tout cas les gens du village, le quartier, peut assister au déploiement pour témoigner justement de la transparence dans laquelle justement le déploiement se serait déroulé et que chacun est témoin dans tel bureau de vote, voilà le nombre de voix obtenues par tel candidat, par tel autre candidat, et c'est ça qu'on va porter sur le procès verbal, justement, et en plus des mentions, des constatations que les délégués des partis politiques auront eu à faire au niveau de tout. On mentionne tout, et puis, bon, de mon point de vue, le problème ne va pas se poser. En tout cas, si tout s'est fait sur place, de façon très transparente, de mon point de vue, il n'y aura pas de problème de contestation, de problème, en tout cas, de violence ou autres problèmes qui peuvent, en tout cas, émailler le processus électoral au niveau du bureau de vote. La même chose au niveau de la commission communale qui reçoit, en tout cas, en premier les résultats, où il y a une commission où pratiquement tout le monde est là, certainement à partir de ce soir, qu'on appelle la nuit électorale va commencer, ils vont prendre des dispositions, et tous les membres, en tout cas, de la commission communale vont siéger, ils donnent les délégués, donc les représentants des deux partis politiques en compétition avec les autres. Donc tant que les choses se passent de façon transparente devant tout le monde, de mon point de vue, il n'y aura pas de problème maintenant, sauf si des gens veulent semer le trouble là où il n'y en a pas, parce que l'important c'est quoi? C'est que c'est quand vous constatez qu'on veut tricher votre candidat que vous ne serez pas d'accord. Mais si tout est transparent, est-ce qu'il y a lieu justement de faire des contestations ou faire autre chose, quoi? Absolument. Alors l'idéal serait que au soir du 21 février ou même au-delà, au soir de la proclamation des résultats provisoires, globaux provisoires par la CENI, que les deux candidats acceptent les résultats, que le gagnant
que le perdant reconnaisse sa défaite et félicite le gagnant, etc. Mais ça dépendra de beaucoup de choses. Mais pour vous, quelle est la chose la plus essentielle parmi toutes les choses dont dépendra cette pratique quand même qu'on a observée, même ici au Niger, durant tous les scrutins, pratiquement? Oui, ça dépend de la posture des candidats. Parce que vous vous rappelez quand même, avant même d'être assuré élu président de la République du Niger, l'un des candidats avait lancé une menace à l'adresse de l'opposition sur une voie de répression en cas de troubles et autres, alors que même la loi autorise à ce qu'il y ait un recours et tout de suite pendant un certain nombre de jours et tout devant les élections. Oui, bon, ça c'est déjà une disposition, une prédisposition à ne pas accepter peut-être une défaite de sa part. Parce que quand même, il y a quand même aussi une forte probabilité effectivement à ce qu'il soit battu. Donc est-ce que c'est déjà préparé l'opinion publique, ou en tout cas ces troupes, à ne pas accepter, n'est-ce pas, une victoire du président Ousmane en cas où? Parce qu'on ne comprend pas, il n'est que candidat. Il n'est que candidat pour avoir dit ça, candidat. Et candidat non plus que l'autre candidat, en tant que tel. Donc il n'a pas d'autorité, de légitimité pour le dire. Maintenant qu'ils le disent, que ça cache aussi également. Deuxièmement, que ça cache. Voilà, donc je pense que c'est tout cela d'abord qu'il faut régler. Donc il y a un problème de prédisposition de la part d'un des candidats, n'est-ce pas, à jouer le jeu démocratique et à ne pas avoir une emphase tout à fait dommageable pour la démocratie, pour la sérénité, pour la tranquillité, parce que les mots blessent, les mots fâchent, les mots font révolter, les mots enflamment. Voilà, donc c'est tout cela qu'on doit pouvoir maîtriser ce langage. C'est ça un des grands défauts du candidat en question, pour ne pas envenimer, enflammer notre pays qui n'a pas besoin de ça en tant que tel. Moi je pense que c'est ça. Et pour vous, c'est quoi l'élément essentiel finalement qui va prévaloir à la fin? Ce qui doit, c'est pas ce qui va. Ce qu'on souhaite qui prévale, c'est que les élections, ce qui est sorti des urnes là, qu'on dise aux Nigériens, voilà comment ça s'est passé dans la transparence et tout, voilà celui qui a gagné. Mais quand il y a des manipulations et autres, il faut s'attendre à des risques de contestation, inévitablement. Parce qu'il ne faut pas penser que quand j'entends les gens circuler, non, mais tout le monde veut de la paix. Mais la paix, ça se construit, ça se consolide. Et c'est pas les élections. Non, la paix là, c'est depuis en matière électorale, c'est depuis le départ. On doit faire en sorte que ça soit d'abord consensuel, la manière dont on doit conduire les choses. On doit faire en sorte que, tout le monde soit là pour voir comment les choses se sont passées. À ce moment, on n'a même pas besoin de financer des gens pour courir ce pays-là. Pour dire, il faut la paix, il faut cultiver. Tout le monde a besoin de la paix. Mais vous pensez que... Non, c'est juste le jeu des élections. Et après, même quand la personne... On vole la personne. Vous dites, il faut prendre patience. Allah. Ta voiture là, quelqu'un va voler ça dehors, tu es en train d'observer la personne. Même si tu ne poursuis pas la personne, tu vas être frustré. Pour dire, voilà, non, il faut qu'on crée les conditions dans nos pays là. Pour organiser des élections, c'est des compétitions. De la même manière, un match de foot, les gens jouent, celui qui a gagné, il a gagné. De cette même manière, on doit pouvoir créer les conditions pour que, même dans les matchs de foot, vous voyez quand l'arbitre triche. Vous voyez ce qui se passe? L'arbitre est pris souvent à partie. Absolument. Par les spectateurs. Absolument. C'est ça en fait les enjeux. Et surtout quand il s'agit d'un pays où le gars il est là pour gérer pendant 5 ans. Et il sait que c'est pas honnêtement qu'il a gagné souvent. Absolument. Ça choque. Ça choque, absolument. Alors, docteur Amadou Hassan Bouakar, qu'est-ce qui doit prévaloir finalement dans tout ce que les gens disent à gauche et à droite au soir de la proclamation des résultats provisoires, globaux provisoires, parce que certainement, c'est l'un des moments les plus importants, avant même la déclaration des résultats définitifs au niveau de la Cour constitutionnelle, même si c'est la Cour qui proclame les résultats définitifs et tout, dans nos pays, c'est devenu une formalité. C'est les résultats globaux provisoires proclamés pendant ces 10 jours. Comme l'on dit, on souhaite la paix et la sérénité pour notre pays. Lorsque les résultats globaux provisoires seront proclamés par la CENI, en tout cas à l'issue des élections transparentes et régulières, que le candidat justement qui aura perdu justement les élections, qui se seraient déroulées justement dans des conditions de transparence et de régularité,
justement, acceptent le résultat des urnes, acceptent la volonté du peuple nigérien, souverain, qu'il fasse preuve d'esprit de fair play, comme vous l'avez rappelé à juste titre, puisque c'est une tradition, ça ancrée dans nos mœurs politiques, qu'il félicite le gagnant, et que le gagnant puisse se comporter comme le président de l'ensemble des Nigériens et qu'il puisse vraiment se comporter comme le père de la nation, où il doit renforcer la cohésion et l'unité nationale, et quel qu'en soit le truc, je pense que maintenant, pour s'attaquer au défi du développement, en tout cas que l'un ou l'autre candidat s'est engagé, en tout cas assurer le bonheur du peuple nigérien, en tout cas c'est ça l'idéal pour nous. Et maintenant, quand il y a des contestations, c'est tout à fait légitime, les gens ont le droit de contester, qu'ils les fassent de façon pacifique, justement en élevant le contentieux au niveau de la Cour constitutionnelle qui doit vider le contentieux et proclamer le résultat définitif là, du deuxième tour des élections présidentielles et passer justement à cette passation de témoins qui est tant attendue autant par les Nigériens que par la communauté internationale, puisque c'est pour la première fois que le Niger va assister, en tout cas dans son histoire politique et institutionnelle, à ce transfert pacifique de pouvoir entre un président démocratiquement élu sortant et un autre démocratiquement élu entrant. Donc je pense que c'est quand même important. Donc tous les Nigériens croisent les doigts et attendent d'ici ce soir déjà, et éventuellement demain, à pareille heure où c'est sûr que les premiers résultats seraient déjà connus ou disponibles pour le public. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous pour Presse Plus de cette semaine. Autour de la table, donc, nos invités consultants habituels, Dr Amadou Hassan Boubacar, merci d'avoir été le nôtre, monsieur Ousseini Issa, merci Ousseini, merci à vous également, Dr Soulaji. Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.